Entretien exclusif avec Édouard Ambroise Noumazalaye, ancien président du Sénat, ancien secrétaire général du PCT. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est éteint à Paris en France le 17 novembre 2007. Le président du Sénat, le vénérable Édouard Ambroise Noumazalaye, n'a jamais accordé d'interview à l'audiovisuel. Il ne s'était jamais prêté au jeu de questions-réponses avec la presse tant nationale qu'internationale. Aucune trace de son passage dans les médias n'a été trouvée dans les archives nationales. La seule interview que nous avons pu exhumer de nos archives est celle qu'il nous avait accordée en 2001 pour le compte de Mediavision. L'engagement de jeune étudiant à son combat pour la décolonisation de l'Afrique et son rôle comme rédacteur en chef du Bulletin d'Afrique noire de la FEANF, Édouard Ambroise Noumazalaye nous a livré ses peurs et ses craintes pour l'Afrique tout en lançant un regard lucide sur l'avenir du continent. Bien évidemment, le Congo n'a pas échappé à son regard introspectif. Nous vous livrons l'intégralité de cet entretien sans en modifier ni déformer les propos de son auteur. Grande leçon d'humilité et plein d'humanisme de la part de celui qui fut la deuxième personnalité par ordre protocolaire du Congo. Monsieur le Président, 1950, 1980, 1950, date de création de la FEANF, 1980, dissolution de la FEANF, une association qui a regroupé des étudiants africains en France. Aujourd'hui, un moment collectif cherche à savoir qui sont devenus les leaders de la FEANF. Merci. Comme vous le savez, la FEANF a été la principale organisation de lutte des étudiants africains en France. De 1951 à 1980, date de sa dissolution par le gouvernement français. Et vous voulez savoir ce que sont devenus ces leaders. J'avoue que personnellement, je n'ai pas gardé des contacts permanents avec la majorité de ces leaders-là. Sinon que j'entretiens des rapports surtout avec Alpha Condé, de temps en temps avec Magat, avec Amadi Dieng, par des personnes interposées, des amis communs comme Kizerbo, etc. En fait, c'est dommage. En ce qui me concerne, je n'ai pas gardé des rapports avec les grands leaders, les ténors de la FEANF. Bien sûr, les Congolais, ceux militants congolais de la FEANF, bien sûr, nous vivons dans le même pays, nous continuons à nous retrouver, mais au niveau africain, j'avoue que je n'ai pas gardé des rapports permanents avec les ténors de la FEANF. Et c'est dommage, je le regrette. Et quels étaient les objectifs poursuivis par la FEANF? Les objectifs poursuivis par la FEANF étaient principalement les suivants. La libération totale, c'est-à-dire politique et économique des peuples opprimés en général et de l'Afrique colonisée de l'époque. La solidarité, bien sûr, et l'entraide entre les étudiants africains qui vivaient en ce moment en France. Et enfin, la lutte pour l'unité, pour les indépendances des pays africains du Nord et pour l'unité de l'Afrique ensuite. Parce que nous pensions qu'on ne pouvait pas, les indépendances africaines ne pouvaient avoir de sens que si les pays africains se donnaient la main, s'unissaient pour regrouper leurs efforts et de se développer ensemble. Mais finalement, quelle était la trame idéologique de la progressiste, libérale? Non, en gros, la FEANF a été une organisation progressiste.
Hein, ça, à l'époque, au niveau du monde, quand même, le mouvement communiste international était en pointe d'un côté, de l'autre, le mouvement de libération des peuples africains et asiatiques et autres d'Amérique latine également. Donc la France avait une couleur progressiste, que l'on soit chrétien, social-chrétien comme Thébault-Djéré, de gauche chrétienne comme Kizerbo, ou carrément communiste comme le regretté docteur Houphouët-Boigny. Donc tous les étudiants progressistes africains se retrouvaient autour des idées de l'indépendance, de l'unité africaine, de la solidarité, etc. Donc, incontestablement, la CRAMP a été une organisation progressiste des étudiants africains en France. Donc, quand on dit progressiste, on imagine des actions un peu virulentes et violentes qui pouvaient mener les militants ou les tenants de la CRAMP. Quelles étaient les actions parmi les principales que vous avez menées? La CRAMP était une organisation progressiste tout simplement parce qu'elle luttait pour l'indépendance. À l'époque coloniale, parlait de l'indépendance des peuples colonisés. C'était déjà révolutionnaire, mais c'était des luttes d'idées, des luttes d'écriture, des luttes d'arguments. Donc c'était pas forcément aller se taper sur les gens, etc. Bien sûr, lorsque Lumumba a été assassiné, nous avions manifesté, que ce soit dans le monde entier, que ce soit à Paris, à Toulouse où j'étais, on a manifesté contre cet assassinat. Mais la violence nous était imposée, ce n'est pas nous qui avons imposé la violence aux forces coloniales à l'époque. Donc notre progressisme n'était pas un progressisme de violence, hein, mais notre progressisme était politique. Donc la violence était du côté des pouvoirs publics. Bien sûr, le pouvoir colonial nous opposait la force, la violence. Bon, nous évitions autant que nous pouvions l'éviter, mais il est arrivé des moments où la colère débordait. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais essentiellement après l'assassinat du Premier ministre. Mais nous avons lutté avec force contre la colonisation, contre les effets de la colonisation. Et aujourd'hui, les jeunes ne connaissant pas les méfaits de la colonisation pensent que c'est en fait accompli. Mais à l'époque, il fallait avoir le courage d'écrire contre la colonisation, de descendre de la rue, de manifester contre la colonisation et défendre ceux qui luttaient contre celle-ci. Donc, c'était cela. Alors, on peut dire que nous étions violents, mais nous n'opposions jamais à la violence coloniale. Mais bien sûr, quand on tapait sur nous, nous ripostions. Aujourd'hui, en France ou dans le monde entier, mais lorsque à Paris, les docteurs manifestent, et lorsque le pouvoir n'est pas d'accord, il envoie les CRS. Bon, s'il y a des échafaudages, ce n'est pas du tout que... De la manifestation contre l'assassinat de Lumumba, vous avez été agressé à Toulouse et Maître Vergès à Paris avait été également agressé par les militaires, par les policiers. Oui. Est-ce que c'est une anecdote ou bien c'est la réalité? Bon, évidemment, il faut dire qu'à Paris, où je n'étais pas, effectivement, j'avais appris que Maître Vergès, qui était dans la foule, était. Mais moi, en tant que responsable étudiant à Toulouse, on nous a poursuivis. Bon, je me rappelle avoir perdu un pied de mes chaussures, hein, même déchiré mon jean parce que j'étais tombé sur... C'était devant le consulat de Belgique, était devant l'archevêché. Hein, bon. Et puis il y avait des pavés partout. On a glissé sur le pavé à la charge des CRS. Bon, on est tombé. C'est de bonne lutte. On ne m'a pas agressé personnellement. Savoir si on vous a jeté le dévolu, vous devez être quand même un des tenants d'un journal. Enfin, Non, les plus grands ténors de l'étudiant d'Afrique noire étaient à l'époque Thébault-Djéré, qui en était le rédacteur
rédacteur en chef avant que le Congolais Joseph Vandel Razen prenne la direction du journal. Et puis nous venions aider ce journal à sortir, sous défaut, non. Mais j'étais plutôt davantage au niveau de l'étudiant congolais, au journal d'étudiants congolais. Rédacteur en chef. Ouais, et enfin président de l'association des étudiants congolais et rédacteur en chef. Oui. Mais on nous a dit aussi que quand l'étudiant d'Afrique noire paraissait, c'était vraiment le grand enthousiasme parce que ça véhiculait un certain nombre d'idées et que tout le monde le ramassait. Et même parfois, les policiers arrivaient à arracher certains exemplaires pour ne pas que le public ait accès. Ah oui, mais je disais tantôt que les jeunes actuels n'ont pas vécu la colonisation. Et lorsque un journal comme l'étudiant d'Afrique noire sortait, c'était un événement parce qu'il développait des idées nouvelles, des idées d'indépendance, pour la décolonisation, montrer les méfaits de la colonisation. Et en ce sens-là, tous les étudiants africains, tous les étudiants des pays autrefois colonisés, que ce soit d'Asie ou d'Amérique latine, se précipitaient, n'est-ce pas, à acheter ce journal, ainsi que tous les étudiants et tous les progressistes français, que ce soit du Parti communiste, du Parti socialiste, etc. Tous les mouvements progressistes français étaient de la partie, donc tout le monde s'acharnait, voulait avoir l'étudiant d'Afrique noire et savoir ce qu'il allait sortir. C'est un événement. Et il fallait aussi, en réalité, on partait nuitamment à l'imprimerie pour nous accaparer en quelque sorte des exemplaires parce que la police française pouvait passer pour ramasser les écrits. Donc on partait la nuit, retirer le plus d'exemplaires possible pour les vendre. Mais j'ai lu également qu'il y a un ouvrage collectif qui avait été publié, Le sang de Bandon, en réaction avec ce qui se passait en Algérie française et au Vietnam, et que ce numéro n'est jamais sorti. Si, le numéro Le son de Bandung est sorti. Je pense qu'il était rédigé par un collectif d'avocats, et parmi lesquels Maître Vergès et quelques étudiants africains qui étaient à l'époque à la direction de la FEMAF. Mais Le son de Bandung était, je pense, le premier écrit qui dénonçait les tortures en Algérie. Et je me rappelle, je venais d'être à Toulouse, de venir comme étudiant à Toulouse, et comme on ne me connaissait pas bien, bon, nous sommes allés de nuit retirer le plus d'exemplaires possible à l'imprimerie. Et puis on a commencé à distribuer sous manteau. Et lorsque la police française s'est mise à nous poursuivre partout, bon, je suis allé, en tout cas quelques exemplaires que j'avais qui étaient restés, ils avaient planqué au fond du plafond de la mansarde que je louais à Toulouse. Je ne sais pas si ça existe encore, si la maison existe encore, mais c'était, je me rappelle, au 31 rue là-bas de Savignac. J'avais mis... Le centre de Toulouse? Oui, non, un peu en banlieue, là, au nord de la gare de Toulouse. J'avais planqué quelques exemplaires qui restaient là-dedans, parce que la police était à nos trousses. Je ne sais pas ce que c'est devenu, ces exemplaires-là. Justement, après ce passage, je crois que certains, ou sinon la plupart d'entre vous, des ténors de la FEANF, ont plus ou moins franchi les allées du pouvoir. Avec le temps, sont-ils déçus, mécontents ou satisfaits de leur action? Je sais qu'il y a eu des anciens premiers ministres, et vous avez été ancien premier ministre. Il y a deux chefs d'État en Afrique, le président Patassé et le président Ouad, qui étaient aussi des anciens de la FEANF. Alors, déçus, mécontents, satisfaits? Je ne suis ni déçu, ni mécontent. Je ne suis ni satisfait. Je pense qu'il faut laisser à l'histoire un peu le temps aux historiens futurs
les actions des uns et des autres. Mais mon jugement est plutôt mitigé. Lorsque je ne peux pas parler de l'Afrique tout entière, mais je parle du Congo que je connais mieux. Lorsque nous sommes arrivés en 64 ici, quand je suis rentré de l'université, on était peut-être 2 ou 3 étudiants. Bon, quelques 10 ans après, nous sortions des universités, de toutes les universités au niveau du monde, environ 2 à 3 000 étudiants, ingénieurs, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer des choses qui sont incomparables. Mais c'est pourquoi je dis que mon jugement est mitigé. Le Congo était sous-développé. On a quand même rendu l'éducation obligatoire jusqu'en 3e. Nous avons envoyé des milliers d'étudiants en formation. Bon, nous avons développé la communication, le route au Congo, nous avons construit, etc. Alors, j'aimerais que lorsqu'on veut juger, qu'on place les choses, chaque chose au niveau. En 64, le niveau n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et les valeurs n'étaient pas les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne militons pas sur les mêmes valeurs qu'hier. On peut dire que les premiers responsables africains de race des exceptions près n'avaient pas notre culture d'aujourd'hui. Mais ils avaient quand même des valeurs morales beaucoup plus élevées que les responsables d'aujourd'hui. Mais lorsqu'un cadre arrive, ce qui l'intéresse, c'est avoir une place la plus élevée possible, avoir de l'argent immédiatement. Et s'il n'en a pas, il remue sa tribu, remue sa région pour se faire une place sur l'aide. Donc les valeurs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est les affaires, c'est l'argent, l'enrichissement, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas le Congo, le budget national, je me rappelle, était de 6 milliards. Quand je suis rentré en 64, 6 milliards de francs CFA de l'époque. Aujourd'hui, le budget du Congo dépasse les 675 milliards. Donc, on ne peut pas parler de choses, on ne peut pas comparer les deux époques. Mais j'avoue que, quand même, l'État existait. Et on ne peut pas bâtir un pays sans État. Et je pense qu'en 1964, on commençait à installer l'État congolais. On a continué à les installer jusqu'au président Marien, jusqu'au Sousassou I. Et après, depuis, les bases de l'État se sont effondrées. Et les valeurs n'existent plus. Le procès d'hier de Souba a prouvé qu'il y a des choses que j'ai écoutées hier qu'on ne pouvait pas y penser hier, n'est-ce pas? Donc les valeurs ne sont plus les mêmes. Pourquoi je dis qu'il faut laisser aux historiens le soin de nous juger. Je ne préfère pas même mon point de vue et que aujourd'hui, on ne travaille pas sur les mêmes valeurs. Et il est difficile de juger ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. Vous défendez un idéal collectif, de la redistribution, de l'équité, de la justice sociale, et l'idéal pour l'unité de l'Afrique tout entière. Quand vous arrivez au pouvoir, comment vous faites pour ne pas traduire cet idéal en réalité? Nous avons commencé de traduire cet idéal en réalité. Rappelez-vous bien le cas du Congo. En 60, lorsque notre pays accède à l'indépendance, le Congo est un État néocolonial. Ce sont les forces impérialistes et leurs suppôts locaux prennent le pouvoir avec l'abbé Fulbert Yulu. Ils tentent de mettre en place
un État néocolonial. Nous arrivons et nous n'arrivons pas à briser cet État colonial. Et nous, à cause des forces impérialistes qui dominaient toute l'Afrique, d'une part, à cause de la mentalité des citoyens congolais, parce qu'on ne peut pas changer les gens sans partir de leur état réel. Mais nous essayons de briser cette situation en pensant que la première des choses, il faut l'éducation. Il faut que les gens soient éduqués, parce qu'on ne peut pas parler de la délivrance, de la liberté de l'homme sans que cet homme soit instruit. Et nous prenons les mesures, par exemple, que l'enseignement soit obligatoire, d'abord pour tous les jeunes Congolais à l'école primaire. Ensuite, nous donnons la décision que l'enseignement soit obligatoire jusqu'en 3e, jusqu'au BEPC. Nous donnons automatiquement à tous les enfants des paysans issus des classes pauvres, lorsqu'ils arrivaient en seconde, venus de l'intérieur, on leur donnait automatiquement des bourses pour aller dans les lycées. Et lorsqu'ils avaient le bac, on leur donnait automatiquement, n'est-ce pas, de bourses. Donc nous avons entrepris, nous avons créé des lycées au niveau des régions. Nous avons construit des centres médicaux. Nous avons formé le plus de maîtres possible, le plus d'infirmiers possible, et de médecins, etc. Nous avons donc pris un certain nombre de choses, de mesures permettant de libérer le peuple. Mais nous avons aussi essayé de contrôler l'économie. Rappelez-vous, à l'époque, les premières nationalisations, les premières entreprises publiques, etc. Donc nous avons tenté de transformer en réalité les idées que nous avions. Nous avons essayé de relancer les idées de l'unité africaine, mais malheureusement, tous les chefs d'État autour de nous voulaient se développer au sein de son État. Et on était combattus non seulement par les États qui étaient autour de nous, mais aussi par les Français qui, à l'époque, ou les Américains qui ne voulaient pas de l'unité de l'Afrique. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, ils ont fait leur unité, mais hier, ils ne voulaient pas de l'unité de l'Afrique. Bon, mais aujourd'hui, ils en parlent parce que dans le cadre de la mondialisation, ils peuvent contrôler cette unité. Mais hier, ils ne pouvaient pas. Si on l'avait fait, on l'avait construite, l'unité africaine leur échapperait. Ils ont combattu l'unité africaine. Aujourd'hui, qu'ils peuvent la contrôler dans le cadre de la mondialisation, ils favorisent même cette unité africaine. Bon, nous n'étions pas suffisamment forts pour nous opposer à tout ça parce que les masses africaines peut-être étaient un peu abusées par les leaders, puisqu'on nous a divisés sur la base des ethnies, la base des tribus, etc. Et les grandes que nous défendions n'étaient plus les valeurs à l'ordre du jour. Les gens ne nous appuyaient pas de façon ferme, même si le Congo était à la pointe du combat en Afrique, mais elle ne pouvait pas seule, n'est-ce pas, changer le cours de choses en Afrique. Donc finalement, toutes les crises qu'on trouve dans les États frontaliers trouvent une partie, en partie de leur légitimité, dans le fait que leurs leaders ont failli, ils ont tourné le dos à l'idéal collectif, celui de l'unité de l'Afrique ou des États frontaliers. Au Zaïre, au Zaïre, il y a des conflits parce que les uns et les autres veulent prendre les frontières existantes. Comment l'expliquer? Aujourd'hui, je ne peux pas philosopher trop sur cette question, mais lorsque les gens africains ou lorsqu'on écrit sur l'Afrique d'aujourd'hui, sur les crises africaines d'aujourd'hui, l'on pense davantage aux Africains. On pense que les Africains sont les causes principales, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Et on nous juge en mal. Mais lorsqu'on creuse davantage, on s'aperçoit que si nous sommes au devant, en réalité, nous ne sommes que les pions des forces externes
qui, par des Africains interposés, agissent pour continuer à dominer l'Afrique. Cela n'exclut pas notre propre faute. Il est certain qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du Congo, nous de ramener la paix de l'intérieur. Les gens auraient voulu que nous nous confions à des forces externes, comme chez nos parents d'en face, où parlons du dialogue intercongolais, on voit toute la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, en réalité, ce sont les États-Unis, les pays occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, etc., qui veulent en fait régler leurs problèmes par le dialogue intercongolais interposé. Mais nous avons refusé ça et nous avons pris la décision de résoudre les contradictions congolaises par les Congolais. Mais si les choses se passaient ainsi à travers toute l'Afrique, je pense que les crises africaines seraient moins douloureuses. Mais malheureusement, pour la grande partie, on est les forces externes. Et malheureusement, dans nos analyses, nous ne privilégions que la faute des responsables africains. Et on laisse ceux qui agissent en coulisses, etc. Mais je répète, cela n'exclut pas que les responsables africains doivent apprendre à penser par eux-mêmes et cesser d'être les pions, n'est-ce pas, des étrangers. Donc si je comprends bien, l'indépendance acquise dans les autres, pour la plupart des pays africains, n'était qu'un leurre. Est-ce que c'était une utopie? Est-ce que c'était un leurre? Est-ce que c'était une fatalité? Non. Les indépendances en 1960 étaient une nécessité historique. On ne peut pas se développer quand on est opprimé, en tant qu'homme, en tant que peuple. Les problèmes, tout à l'heure, j'insistais sur le problème de niveau. Hein. On ne pouvait pas développer l'Afrique de façon libre, sans être libre soi-même. Donc les indépendances étaient une nécessité historique. À partir du moment où nous avons acquis ces indépendances, qu'est-ce qu'il fallait en faire? On se place à un niveau supérieur. Et c'est à ce niveau supérieur qu'il faut que les questions soient posées. Avons-nous réussi ou non? Je posais la question tout à l'heure. Je dis que c'est une réponse contrastée, mitigée que je donne à la situation. Mais finalement, les ténors de l'influence qui encore aujourd'hui sont dans les allées du pouvoir, puisqu'on a retrouvé quelques emplois, ont mené combat pour le panafricanisme. Je pense que ça fait partie des luttes d'antan, un siècle après. Que reste-t-il de ce combat? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que vous avez fait? Je crois qu'un certain nombre de leaders qui voulaient plus ou moins se battre pour que l'Afrique soit unie sont passés soit par les armes ou ont été trahis par leurs propres amis de lutte. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, effectivement, la FEANF a lutté pour l'indépendance de l'Afrique, bien sûr, mais pour l'unité de l'Afrique, parce que nous pensions que sans l'unité de l'Afrique, nos pays n'étaient pas viables politiquement, économiquement, socialement. Je pense que la réalité présente le pour. Lorsque nous prenons les pays africains dans l'espace de leurs frontières nationales actuelles, n'est-ce pas, très peu sont viables. Aucun ne s'est hissé au niveau international. L'Afrique du Sud, peut-être, hein, en cours de... Bon, il y a autant de colonisation, le Congo belge, peut-être, était avec quelques pions, parce que c'était contrôlé par l'étranger. Mais aujourd'hui, après les indépendances, aucun pays africain ne s'est hissé, même le Nigeria,
n'est-ce pas, au niveau d'un pays développé et faisant foi au niveau mondial. Nous disons que c'était la FEANF avait raison, que nous nous sommes trompés lorsque analysons le fait que chaque État devait obligatoirement aller à l'indépendance après la loi cadre de façon isolée. Rappelez-vous, la FEANF était a lutté contre ça, a mené des batailles héroïques contre la balkanisation de l'Afrique. Mais lorsque le fait était devenu irréversible, le mot d'ordre était que chaque militant de la FEANF s'immerge en quelque sorte au sein des masses populaires de son pays pour continuer la lutte et amener les peuples africains de chaque pays à l'unité, parce que ce n'est qu'à par l'unité l'Afrique pouvait se libérer. Et en cela, je peux dire que nous avons failli en partie, parce que nous n'avons pas créé un réseau des forces progressistes, des forces estudiantines qui ont occupé des postes élevés ou non dans leur pays au retour en Afrique pour continuer la lutte, pour libérer économiquement chaque État, bien sûr, et parer chaque État à l'unité de l'Afrique. Ce manque de réseau, ce manque de contact permanent a été une faiblesse réelle et n'a pas permis, n'est-ce pas, à l'Afrique d'avancer. Et je pense que c'est une situation qu'il faut corriger. Parce que je suis convaincu que de plus en plus, que, même si nous sommes dans le cas de la mondialisation, pour que cette mondialisation, répétons-le, impérialiste, n'est-ce pas, maintenant on ne veut pas prendre... Bon, mais c'est une mondialisation impérialiste. Hein, elle n'est pas encore humanisée. Hein. S'il faut humaniser cette mondialisation, mais l'Afrique doit y entrer, n'est-ce pas, de façon unitaire. Et je pense que c'est un nouveau combat que nous devons transférer l'idée de l'unité aux forces nouvelles, au cadre nouveau de l'Afrique, aux masses populaires africaines d'actuel, pour savoir que c'est leur avenir qui est en jeu. Je voulais dire que ce n'est pas par pur égoïsme que cette unité ne s'est pas faite. Égoïsme parce qu'on commençait à privilégier ses propres intérêts au détriment de l'intérêt collectif. Je prends un exemple. En 1958, Sékou Touré vote non au référendum, alors que les ténors de la FEANF appellent à voter non. Et certains font campagne dans tous les États africains sous domination française à battre campagne pour le non. Lorsqu'arrive le référendum, Sékou Touré vote non, la Guinée vote non, le reste des pays vote oui. Mais vous tournez le dos à Sékou Touré. Non, on va tourner le dos à Sékou Touré. Nous avons, à l'époque quand le nom passait, j'étais encore élève, hein. Les élèves qui mettaient des pancartes pour voter non, etc. Bon, bref, déjà à l'époque. Mais lorsque Sékou Touré a voté non, j'étais encore ici, j'étais encore élève, à la cheminade pour le lycée. Mais la FEANF, en tant qu'organisation, a appelé les étudiants d'aller aider la Guinée. Et cet appel avait été entendu. Des milliers d'étudiants africains qui avaient fini leurs études ou non, s'étaient précipités à Conakry pour apporter leur à Sékou Touré. Donc là, je pense que la FEANF au contraire a montré par la pratique qu'elle pouvait mettre en exergue ce qu'elle prodiguait comme politique. Maintenant, s'il y a quelques éléments africains de la FEANF, quelques éléments de la FEANF qui ont failli, je n'en connais pas beaucoup. C'est tout simplement que, nous ne sommes pas dans un monde statique. Beaucoup d'étudiants africains, les cas de la FEANF ont été, en quelque sorte,
pas happé, comment le terme ne vient pas, en quelque sorte repris par l'impérialisme et sur la base de leurs propres intérêts. Il y a toujours cela. Mais si l'on voit la politique africaine d'hier ou d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des ténors de la France sont restés quand même fidèles aux grands idéaux de la France. Enfin, je vois Condé Alpha qui se bat, bon, Wade qui est passé président, je parle de Kizerbo, même s'il n'a pas occupé des grands postes, mais dans toutes ses études historiques, n'est-ce pas, est resté fidèle à ses idées-là, etc. Je vois le Camerounais Foualem qui, dans le cadre à l'époque de l'UDA, a voulu que, en tant que secrétaire général, a voulu que l'Afrique centrale se regroupe en tant que une base de l'unité africaine, etc. Non, je pense que je ne désespère pas beaucoup de la grande majorité des cadres de la France. Bon, bien sûr, ils prennent de l'âge aujourd'hui. Il s'agit maintenant de faire que des nouveaux cadres prennent la relève. Quand on vous écoute, le mot impérialisme revient. Le titre se rapproche un peu à l'idéologie communiste, marxiste, etc. Vous avez cité le nom du président Wade, dont certains pensent qu'il est libéral au niveau de la pratique économique et politique. Alors, tout ce mélange de l'affluence, comment peut-on l'expliquer? Quand je parle du mot impérialisme, je parle du terme générique du terme. Lorsqu'on domine le terme impérial, n'est-ce pas, étymologique du terme, lorsqu'un peuple ou un groupe de peuples, on domine d'autres, que ce soit politiquement ou économiquement, bon, les gens ne veulent plus prononcer le terme, je pense que, bon, disons impérial. Bon, et Wade, qui était hier cadre de la France, ne me déjugerait pas en cela. Je vous avais dit que au début de notre entretien qu'il y avait la France était une organisation progressiste, mais il y avait des gens, des socio-chrétiens, des communistes, des libéraux, il y avait des gens de toute obédience. Ce n'était pas, mais on était d'accord sur un certain nombre de points. L'indépendance de l'Afrique, l'unité de l'Afrique, et je pense que le président Wade, quand il est pour la nouvelle initiative africaine pour l'unité de l'Afrique, se bat pour ça, une contradiction. Et je pense qu'on ne peut pas, parce que c'est qu'on ne peut pas arriver à la libération de l'Afrique sans son unité. Et je pense qu'il n'est pas en désaccord, même si prendre une économie de marché libérale, une économie de marché intégrale n'existe pas. Finalement, on peut se demander si l'effondrement du bloc de l'Est aujourd'hui n'a pas été dommageable ou bien préjudiciable pour le développement de l'Afrique. Quel regard portez-vous d'abord sur cet effondrement? Et deuxièmement, quel regard portez également la manière dont les élites et les cadres africains accèdent au pouvoir? En fait, il y a deux questions que vous posez. La première, c'est est-ce que l'effondrement du bloc de l'Est et de l'Union soviétique ont eu quel effet sur l'Afrique? Sur cette question, je répondais sur deux niveaux. Ça a été positif, dans la mesure où ils ont permis la démocratisation de la vie politique en Afrique. L'intrusion, n'est-ce pas, de la politique, dans le choix, n'est-ce pas, de leurs responsables, dans le choix politique et économique de leur pays. Bien que je pense qu'il faut ménager les États, mais en cela, ça permet quand même de démocratiser l'Afrique, une démocratisation libérale au sens occidental du terme. Mais ça a été aussi négatif pour l'Afrique. Parce que aujourd'hui, le pays, puisque vous ne voulez pas que je terme impérialiste, aujourd'hui, il y a une superpuissance et ses alliés qui dominent le monde. Est-ce que hier,
les Américains auraient bombardé l'Irak. Si L'Union soviétique était aussi puissante qu'elle était. Est-ce que ce qui se passe en Afghanistan se serait passé de la même façon? Est-ce qu'aujourd'hui, nous tairions devant un certain nombre de choses qui se passent dans le monde? Parce qu'aujourd'hui, les pays africains, parfois, sont obligés de dire Amen à tout ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont plus de parapluie. Donc, en cela, la dislocation du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, je pense, n'a pas été bénéfique pour l'Afrique. Pour la paix mondiale, moi je pensais que cette dislocation aurait entraîné plus de paix dans le monde. Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Donc les peuples du monde doivent encore lutter pour construire une paix qui soit la même et le droit qui soit le même pour tous les peuples du monde. Tout que en cela, tout comme toujours, oui, cela a conduit à la démocratisation, mais parce qu'aujourd'hui nous sommes soumis au diktat, n'est-ce pas, de la superpuissance que sont les États-Unis et leurs acolytes. Si on reconnaît le côté positif, donc celui de la démocratisation de l'Afrique, peut-on demander si cette démocratisation a réglé la question des élites au pouvoir en Afrique? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on parle de la démocratisation de l'Afrique, les gens ont voulu que du jour au lendemain comme ça, des peuples qui n'ont jamais vécu une façon de gérer l'État, encore si ces États existent d'ailleurs, si l'État existe dans nos pays, du jour au lendemain, comme par un coup de bâton magique, tout le monde devient démocrate. Et vivre la démocratie comme les vieilles civilisations, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, je pense que ça c'est de l'utopie. Les élites africaines ne pouvaient pas, de façon automatique, n'est-ce pas, monter, prendre les rênes du pouvoir, parce qu'ils étaient rentrés bradés de diplômes, n'est-ce pas. Les diplômes seuls ne suffisent pas pour devenir un homme politique ou bien être conducteur du peuple. Et ça a été aussi le malheur pour l'Afrique, puisque ces jeunes élites qui arrivent, lorsque devant les difficultés d'accéder à un certain nombre de postes, compte tenu de ce qui existe avant, les anciens cadres qui sont là, qui connaissent mieux le terrain, au lieu de s'intégrer, de travailler, de transformer, de faire passer au niveau populaire les nouvelles valeurs, parce que les valeurs de 1964 ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, etc. Mais comme ils veulent monter et devant ces difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur ethnie, dans leur tribu. Et ils contribuent à désaxer l'Afrique, à désaxer les États africains. Tout simplement parce qu'ils veulent monter. Alors que je pense que les élites africaines doivent d'abord venir avec de nouvelles valeurs, les faire prendre le temps nécessaire pour que les populations africaines intègrent ce qu'ils ont amené comme valeur et les élisent au poste de respect, pour qu'il y ait de la patience, n'est-ce pas? Or, c'est pas ça qu'on voit pour la majorité, il y en a quelques-uns, mais la majorité veut monter vite, malheureusement. La situation concrète ne répond pas à leurs désirs et ils nous ramènent en arrière, n'est-ce pas? Ben, aujourd'hui, la démocratie, c'est quoi? Bon, ça risque d'être une juxtaposition des envoyés des ethnies. Et lorsque payer l'État, c'est difficile parce que les ethnies viennent s'opposer à la constitution de l'État, puisque lorsque un responsable a mal agi et que vous voulez le punir parce qu'il a mal agi, vous voulez appliquer la loi, son ethnie, sa tribu proteste.
Et souvent, pour que le pays ne sombre dans le chaos, eh bien, on fait des concessions. Faisant des concessions, il n'y a plus d'État. Mais on suit une démocratie sans État. Alors il faudra prendre une position. Moi, je pense qu'il faut la démocratie ne peut réussir que si les États existent. Si tous les citoyens sont égaux devant la loi, si en ce moment-là, on peut démocratiser de façon, n'est-ce pas, certaine un État. C'est pourquoi il faut ménager, en prenant compte de l'histoire de chaque pays, il faut ménager les États conduisent, n'est-ce pas, à la démocratisation de chaque État. Entendu que ce qui est quand même fait la fraude de la démocratie, c'est la liberté d'opinion, la liberté de s'organiser. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Mais pour que cela devienne une véritable réalité, il faut ménager les étapes. Je vous fais deux associations. Politique, sacerdoce, politique, enrichissement, illicite et rapide. Lequel des deux vous prenez? Si on constate ce qui se passe, et au Congo-Brazzaville et dans ce nombre de pays africains. Monsieur Sony vit vraiment de façon que je pense que le monde est linéaire, n'est-ce pas? Hier, la politique, c'était un peu comme les anciens instituteurs français, c'était des apôtres, n'est-ce pas? Dire faire une politique sacerdoce, c'est être un peu dépassé. Les gens, il faut tenir compte de la situation actuelle. On ne peut pas vivre en 1980, en 2002, comme en 2002 bientôt, en 2 jours, comme on vivait en 1964. Donc je concède qu'aujourd'hui, il faut donner aux élites, aux cadres, aux gens, un peu plus de moyens de vivre. Mais que cela ne soit au détriment de la population, à des enrichissements illicites. Je pense qu'un cadre qui travaille bien, il faut qu'il soit payé au mérite, n'est-ce pas, de ce qu'il fournit comme travail à la société. Mais lui aussi doit savoir qu'il est là pour reconstruire, construire l'État, construire la démocratie. Et que si il doit se dire, selon moi, c'est mon point de vue, qu'il doit avoir comme règle principale, je paraphrase Abraham Lincoln, je dis qu'il doit se dire chaque fois, quand il pose un acte, est-ce que ce que je fais pour mon ennemi, s'il est bon pour mon ennemi, mais s'il est mauvais pour ma tribu, je l'écarte. Ce que je fais, s'il est bon pour ma tribu et mauvais pour la nation, je l'écarte. Ce que je fais, s'il est bon pour ma nation et mauvais pour toute l'humanité, je l'écarte. Alors en ce moment, je pense qu'on aura à fixer quelques règles permettant de construire à la fois l'État et la démocratie dans tous les États de l'Afrique. Mais si on ne respecte pas un certain nombre de règles, je suis convaincu qu'on tournera en rond longtemps. On aura certainement des gens très riches, nos frères d'en face, des gens, des milliardaires. Bon, hier, les Souba en 5 ans sont devenus milliardaires. Mais le peuple congolais, il n'a même pas investi. Qu'est-ce qu'il a investi au Congo? Il aurait dû construire des usines, etc., pour donner du travail. Qu'est-ce qu'on a fait? Regard prospective, votre bilan, échec et mat. Vous avez réussi, vous avez échoué. Qu'est-ce que vous allez léguer aux générations à venir par rapport à votre passage dans les années du pouvoir et par rapport à votre combat pour l'unité et la démocratisation de l'Afrique, au sein de l'Afrique? Non, personnellement, je pense que j'ai échoué sur un point. Parce que lorsque je me suis mis à faire la politique, je ne m'attendais pas du tout à ce que les fils du Congo sont têtus. Et je me suis battu toute ma vie
pour que le peuple reste uni, quelle que soit l'appartenance ethnique de chacun. Et je regrette profondément les guerres fratricides qui ont eu lieu au Congo. Et en cela, je pense que c'est un échec. Et je le vis amèrement. Mais je suis content parce que à travers toutes les vicissitudes de la vie politique, je suis resté identique à moi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas tombé dans les méandres du tribalisme, dans les méandres, n'est-ce pas, du développement illégal d'un pays. Et que toutes les actions concrètes que j'ai posées, c'est pour l'unité du peuple, pour la concorde entre tous les fils du pays et tous les fils de l'Afrique. Et ceux qui me connaissent le savent bien que je ne me suis pas enrichi pour cela. Parce que je pense que je ne pouvais pas être trop loin. Si je m'enrichissais, je serais trop loin de la population. Et vous vivez comme moi je vis. Je peux aller voir un pauvre, il ne se sentira pas du tout gêné parce que je n'ai pas un niveau de vie trop supérieur au sien, etc. Et je pense aussi que j'ai permis la formation de l'élite actuelle en mettant en place une politique de formation de tous les niveaux. À tous les niveaux, j'ai développé l'éthique sociale et sanitaire suffisante. On a développé suffisamment le pays, n'est-ce pas, en mettant en place des plans de développement de tout le pays, etc. etc. Si après des gouvernants qui se sont venus pour mettre tout ça en cause, je n'y peux rien, mais avec les quelques temps qui me restent, et à côté du président Sassou, nous essayons, n'est-ce pas, de remettre tout ça sur le bon chemin. Et nous nous battons, je me bats pour que cela se réalise. Voilà, ça c'est la conclusion parce qu'il nous reste aussi 5 minutes. Merci président. Alors,